That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'une saga incroyable, fondamentale, qui s'est pratiquement renouvelée vers 2015, une saga réalisée par George Miller, et le titre c'est Mad Max, au-delà de la radicalité, enfin le titre du livre, parce que c'est un livre aussi, c'est pour ça, je vous prends édité chez Playlist Society. D'ailleurs, je salue Benjamin Fogel pour l'aide apportée à la conception de cette émission. C'est un ouvrage collectif, écrit entre autres par Nico Pratt, Manouk Borzakian, Alexandre Matisse, Élise Lépine, Erwan Desbois. C'est préfacé par Loïc Chéry, du podcast, pardon, c'est plus que de la SF. Et aujourd'hui, Manouk et Erwan sont là pour défendre ardemment ce bouquin, qui n'a pas besoin vraiment d'être défendu, parce que c'est vraiment un ouvrage vraiment très, très, très intéressant. Merci à vous d'avoir accepté cet entretien. Comment allez-vous? Vas-y Manouk, je te laisse. C'est toi qui commence, ça va très bien, et merci pour l'invitation. Comment s'est passée la première fois que vous avez rencontré Mad Max? Moi, c'est un vieux souvenir d'enfance. Je devais être vraiment petit, quoi, parce que j'ai vu ça avec des gens qui étaient plus grands que moi, donc je n'avais pas du tout l'âge de voir. J'ai vu le 2, enfin, j'ai compris par la suite que j'avais vu. Donc je me souviens du boomerang, enfin, il y a des images qui me sont restées plutôt traumatisantes. Je devais avoir 7-8 ans, je pense. Et quand j'ai voulu le revoir, je pense une dizaine d'années après, j'ai vu le 1 par erreur, enfin, n'ayant pas compris lequel était lequel, enfin, je me suis embrouillé. Et pour être honnête, j'ai été très, très, très déçu par rapport à ce que je m'étais construit comme imaginaire en ayant vu le 2 enfant. J'ai vu le 1 et j'ai été atterré par ce truc. Et puis, c'est en le revoyant, enfin, en voyant les 3 autres, d'abord le 2 et le 3, puis en 2015 le 4, puis en revoyant le 1 plusieurs fois, que j'ai changé d'avis sur le premier. Mais la première expérience était plutôt compliquée. Je vais avoir une quinzaine d'années et c'est un souvenir compliqué. Oui, bah, c'est pareil pour moi, je les ai découverts à l'adolescence et il me semble, si mes souvenirs sont bons, que j'avais vu dans le désordre en fait les 3 premiers. J'ai d'abord vu le 3, ensuite le 2 et ensuite effectivement quelques années plus tard le 1. Et le 1, effectivement, je pense qu'il y a une espèce de dissonance cognitive à produire dont on parle un peu dans le livre d'ailleurs, sur le fait que c'est pas du tout ça correspond pas du tout à l'image dans la pop culture qu'a Mad Max, ce côté post-apocalyptique. En fait, le 1, c'est très réaliste, très cru, très vrai. Et effectivement, c'est très étrange de le découvrir une fois qu'on a découvert l'image de Mad Max avant, qu'on sait qui c'est. On se dit, mais en fait, ça colle pas avec le reste de la série. C'est très étrange. Voilà, on a été tellement marqué par le 2 et le 3, cet aspect, voilà, le sable, les poursuites, le post-apocalyptique, que le 1 semble presque venir d'un autre monde, ce qui finalement colle avec le propos de la série, finalement, en fait. Quand vous découvrez le 4, Fury Road, est-ce que vraiment vous vous attendiez à ça? Non, c'était totalement impossible. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'était impossible de s'attendre à quoi que ce soit de ce genre-là, déjà, parce que ça faisait 30 ans que les 3 autres étaient sortis. Et puis, ça commence tellement fort, tellement brutalement, avec cette tornade au bout de 20 minutes. Enfin, pour moi, c'était, non seulement je m'attendais pas à ça par rapport à Mad Max, mais c'est même j'avais jamais ressenti une telle chose au cinéma depuis au moins 5 ou 10 ans. Enfin, c'était quelque chose d'inouï. Le 4, franchement, l'ouverture du 4, c'est invraisemblable. C'est un choc physique. On n'est même plus dans un rapport de spectateur à l'écran. On est quelque chose qui, moi, m'a pris au trip. Ouais, le mot physique, je suis assez d'accord. Enfin, moi, je me souviens plus du tout dans quel état d'esprit j'y suis allé et ce à quoi je m'attendais. Mais je me souviens de ce sentiment d'immersion, quoi. Enfin, et qui marche pas avec tout le monde, d'ailleurs, je crois. Hein. Enfin, j'étais avec des gens qui n'ont pas du tout eu ce sentiment, qui n'ont pas été pris. Moi, j'ai été pris du début à la fin. Et sans doute beaucoup plus que dans les 3 précédents, quoi. Qui jouent pas sur ce rythme, sur ce truc qui s'arrête jamais, quoi. Si on est pris dedans, j'ai l'impression que ça dure 2 heures et on en ressort complètement groggy, quoi. D'où vient la genèse de cet ouvrage collectif? Je crois que chacun, je sais pas si Manouk, tu l'avais fait aussi, le podcast C'est plus que la SF pour le livre Géographie sur les zombies. Donc on a tous été invités, on a quasiment tous déjà écrit des livres pour Play Society qui ont conduit à des enregistrements avec Lloyd pour le podcast C'est plus que de la SF. Et il y a eu cette idée qui est venue de Lloyd, il me semble, d'une semaine Mad Max, où avec chaque jour donc un épisode sur un film plus un épisode plus global sur George Miller. Et ça s'est tellement bien passé, c'était tellement enthousiasmant pour nous tous qu'on s'est dit qu'il y avait un livre à en faire en fait derrière,
reprendre la matière orale de ce podcast et d'en faire une matière écrite plus pérenne. Et donc, finalement, ça s'est écrit totalement dans la foulée de ces enregistrements de podcast de manière assez fluide, assez naturelle, avec donc finalement chaque intervenant qui était intervenu sur un épisode pour le podcast qui écrivait une partie du livre correspondant à un film, ou alors, dans le cas de Nico Pratt, pour George Miller, de manière plus générale sur sa carrière, d'où est-ce qu'il vient avant de faire du cinéma, qu'est-ce qu'il a voulu faire à travers ses films. Donc voilà, c'était vraiment le prolongement de l'enregistrement oral du podcast. Qui est ce George Miller que beaucoup ont découvert en 2015 quand il est venu à Cannes avec le dernier Mad Max? Il y a une formule de Nico Pratt, je crois, dans le livre, qui dit que Miller est à la fois dans le système et en dehors du système. Je pense que c'est un assez bon résumé du personnage, quoi. D'abord, il arrive dans le cinéma à un moment où le cinéma australien est en train de redémarrer pour tout un tas de raisons, notamment de financement public direct et indirect, qui font que le cinéma reprend d'un seul coup. Le cinéma australien est complètement moribond après-guerre, c'est le calme plat. Et soudain, dans les années 70, ça redémarre. Donc Miller va arriver là-dedans. Lui, au départ, il fait des études de médecine, mais l'un de ses frères, je crois, fait des études de cinéma. Lui a envie de le suivre, de faire pareil. Donc il se lance dans le cinéma avec son copain Byron Kennedy qu'il rencontre dans le fil je crois que c'est dans le cadre d'un atelier où Kennedy forme des gens, il me semble. Et donc voilà, il découvre le cinéma, il veut en faire, et puis il y a un court-métrage qui est un objet très très étrange qu'il réalise avec Kennedy quelques années avant Mad Max. Il marche assez bien, qu'il fait repérer, qui est un truc conceptuel sur le rapport entre le réel et la fiction, très très étrange. On ne sait jamais très bien si c'est un documentaire, enfin, pas très bien que c'est pas un documentaire, mais il y a quelque chose d'assez conceptuel, d'assez amusant. Et puis ensuite, il y a toute son expérience d'ambulancier qui va nourrir en partie l'inspiration de Mad Max. Donc voilà, c'est un mélange de plein disons, il a un parcours un peu protéiforme. Et puis ça se termine par ce premier Mad Max qui cartonne contre toute attente et qui du coup le propulse. Il va très vite arriver à Hollywood. Ça va très très vite après. Mais j'ai l'impression que même à Hollywood, il va continuer à faire un cinéma c'est toujours dur de dire ce que c'est qu'être un indépendant et être dans le système, où est la limite, mais il y a toujours une espèce de tension, quoi. Et puis après, il va avoir des expériences d'une diversité ahurissante, parce qu'il y a Happy Feet, il y a Babe, il y a des trucs qui a priori n'ont rigoureusement rien à voir avec le Mad Max. Et puis finalement, en 2015, parce qu'il est connu, parce qu'il a un peu d'argent, peut-être parce qu'il s'est remis du deuil de Byron Kennedy qui avait stoppé la saga Mad Max, et c'est un truc très compliqué pour lui à reprendre. 2015, il y a un alignement de planètes qui fait que finalement le 4 ressort et reste assez fidèle au reste, quoi. C'est-à-dire un film à la fois blockbuster, très attendu sur plein de plans, et assez original sur plein d'autres plans, et assez hors du système, si on veut le dire comme ça. Oui, moi, juste pour ajouter, moi ce qui me fascine toujours avec George Miller, c'est c'est même pas vraiment une parenthèse, parce que ça a duré longtemps et c'est vraiment important pour lui, c'est le segment Babe, Happy Feet, qui sont ces films donc avec des animaux, et puis ensuite d'animation, qui fait après son passage à Hollywood, où comme les films marchent pas très bien, finalement il est un peu remis à la marge, et avant Mad Max, et c'est très étrange, parce que c'est des films donc, qui peuvent être catalogués comme étant des films vraiment pour enfants, pour jeunes publics, Babe et Happy Feet, mais qui, dans la dynamique du récit, dans les thèmes abordés, dans le rapport entre les personnages, fonctionnent vraiment comme des reflets de Mad Max, mais juste dans un autre univers et avec un autre ton. Mais ça me semble vraiment toujours très étonnant que ce réalisateur ait réussi à faire des choses aussi cohérentes, tout en étant dans deux domaines qui peuvent pas être plus opposés. On peut pas imaginer plus éloigné des films pour enfants que Mad Max. Et pourtant, dans les deux domaines, il raconte finalement la même histoire, il parle des mêmes problématiques, des mêmes sujets de société. Et pour moi, ça montre vraiment à quel point il est grand, c'est de réussir à porter toujours la même personnalité, les mêmes thèmes, dans des choses totalement différentes. On pourrait l'imaginer presque faire une comédie musicale ou faire d'autres choses, et toujours parler de la même chose, tellement ça lui importe et tellement il est doué pour s'adapter à son domaine où il va s'exprimer.
Moi, je me souviens que lorsque Babe était sorti au cinéma, je m'en souviens très bien, je suis contemporain de Babe, et c'est vrai qu'il y avait eu toute une moitié de critiques de cinéma qui comprenaient pas trop ce qui se passait à ce moment-là, et c'est-à-dire qu'ils étaient partagés entre la moquerie et puis l'interrogation. Ça, pour eux, c'était pas très sérieux d'aller voir un film comme Babe. Et là, ce que tu es en train de me dire, Juan, j'ai l'impression que c'est Mad Babe, en fait, finalement. C'est une espèce de... Oui, c'est ça, oui. Alors, pour parler un peu de l'architecture, vous en avez un peu évoqué au début lorsque vous avez raconté de la jeunesse, juste pour expliquer un petit peu. Donc, il y a une préface effectivement de Lloyd Cherry, puis il y a une introduction et une conclusion de Nico Pratt qui effectivement a écrit un bouquin avec Benjamin Durand, si je ne me trompe pas, sur Oasis, et qui était déjà venu d'ailleurs chez Microciné pour nous parler du documentaire Get Back. Je les salue. Et alors là, il y a 4 parties, bien évidemment 4 films, donc 4 parties. La première partie, c'est Mad Max en route vers nulle part. C'est vous, Manouk Borzakian. Puis ensuite, la partie 2, c'est Mad Max 2, le défi, l'Empire d'essence, Alexandre Matisse. La troisième partie, c'est le Mad Max, on dit souvent le mal-aimé. Bon, ça, on va expliquer pourquoi le mal-aimé. Et finalement, c'est peut-être pas si mal-aimé que ça, c'est peut-être même très important. C'est Élise Lépine qui le réhabilite. L'écho du deuil, et la dernière partie, Mad Max Fury Road, de bruit et de fureur, par vous, Erwan Desbois. Est-ce que entre les 3 premiers et celui de 2015, est-ce que ce que dit Mad Max dans la société a énormément évolué, ou finalement c'est toujours la même chose? Je pense que c'est entre les 4 qui dit des choses finalement assez différentes. Enfin, en tout cas, il évolue. Déjà, le premier, c'est toujours compliqué parce que j'ai plus bossé sur le premier, donc j'ai l'impression qu'il est un peu à part, mais c'est sans doute une déformation, un effet d'optique. Mais déjà dans le 4, Erwan va en parler mieux que moi, mais il y a toute la dimension préoccupation écologique qui, à mon avis, est invisible dans les 3 premiers. Et puis pour des bonnes raisons, c'est qu'à l'époque, c'est assez discret dans l'imaginaire collectif. Le 2 est clairement dans un imaginaire post-apocalyptique qui va être repris d'ailleurs par tout un cinéma bis, italien, américain, tout ce qu'on veut, avec des gros camions dans le désert, des radiations, tout ce qu'on veut. Et le 3 est plutôt, me semble-t-il, une réflexion sur... alors, Élise dit très bien, il y a toute la question du deuil, toute la question de est-ce qu'on peut reconstruire quelque chose après la fin du monde. Et puis, il y a aussi une réflexion sur le capitalisme avec cette ville qui n'est que du business, quoi, une espèce de champignon business au milieu du désert, qui va être opposé aux bons sauvages, les enfants dans leur espace de communauté improvisée, qui, eux, sont l'exact opposé de cette logique capitaliste et cette logique marchande, en tout cas, pour le dire avec un mot plus simple, peut-être, enfin moins piégé. Et puis le premier, peut-être c'est celui qui parle vraiment de la société australienne, pour le coup. Et d'une certaine manière de l'Occident, mais en partant du cas australien. Le premier parle plutôt, et peut-être qu'on reviendra là-dessus après, de cette séquence de la fin des 70s et du début des 80s, qui est une séquence dont on continue aujourd'hui à voir les effets, quoi, de reprise en main post-68, post-mouvement d'émancipation, et qui, chez Miller, se traduit de manière très, très ambiguë, quoi, avec une tension entre l'ordre et le désordre qu'il arrive lui-même pas très bien à résoudre, à mon avis. Ce qui fait qu'il est très dur à situer politiquement, d'ailleurs. Ce qu'il en pense n'est pas évident. C'est peut-être plus intéressant, d'ailleurs, j'en sais rien. Donc, ouais, moi, j'ai l'impression que les 4 traitent de choses très différentes, avec peut-être un fil conducteur sur est-ce que l'humanité peut... Enfin, est-ce qu'on peut être optimiste quant à l'avenir de l'humanité? Est-ce qu'il existe des principes, quoi, qui transcenderaient les situations des 4 films et qui permettraient de poser un bien et un mal approximatif avec des héros qui ne sont pas vraiment des héros mais qui se laissent tenter par le bien. Enfin voilà, il y a cette récurrence du héros qui a envie qu'on le laisse tranquille et puis qui va se laisser tenter par une aventure positive, enfin reconstructrice, je ne sais pas comment dire, dans le 2, 3, 4, il y a ça. Voilà, donc peut-être on trouve un fil conducteur entre les 4, et en même temps, moi, il me semble qu'il y a des questions très différentes liées aux époques
qui émergent à chaque fois. Oui, c'est vrai que pour reprendre l'idée du fil conducteur, pour moi, il y a quand même cette idée qui est presque le fil conducteur qui est presque un repoussoir dans les cadres, c'est le nihilisme finalement, c'est de dire qu'il existe la possibilité que tout s'effondre, que l'humanité n'arrive pas à s'en sortir de ces pulsions négatives, de ces pulsions de mort, quoi, et à chaque fois, il y a ce risque qui est presque matérialisé dans le 1. On peut imaginer que le 1, la fin, c'est juste qu'on n'arrive à rien, qu'on ne débouche sur rien. Et finalement, le 2, le 3 et le 4 ressortent de cette espèce de gouffre et arrivent à remonter. Le 4 est presque... Chacun est un peu plus optimiste que le précédent dans sa conclusion. Et le 4 arrive à dire qu'il y a peut-être une petite lueur d'espoir de reconstituer une autre société que la société basée sur la mort et sur la destruction et sur l'oppression. Et il y a ce petit fil conducteur quand même de ne pas tuer cette lueur d'espoir, même si dans le 1, on a l'impression que dès le début, George Miller dit non, c'est foutu, on n'arrivera à rien. Et il s'accroche quand même petit à petit. Et pour moi, c'est associé quand même à cette idée, pareil que ce que dit très bien Manouk dans le premier chapitre sur Mad Max, que sur le 1, que Max finalement est dès le début est juste un outil, est juste une arme. Voilà, il est associé à sa voiture, il est associé au flingue et tout. Et une arme, tout dépend de ce qu'on en fait finalement. Et dans le 1, personne n'est là pour l'orienter, pour l'utiliser, donc il s'est utilisé très mal. Et dans le 2, puis le 3, puis le 4, il trouve des gens qui l'utilisent presque de mieux en mieux, en fait, qui arrivent à mieux en mieux se servir de Max, qui n'est jamais autre chose qu'un outil, quoi. C'est toujours très clair. Il est jamais là pour conduire le récit, il est toujours là juste pour servir les dessins de quelqu'un d'autre. Et on voit presque George Miller qui est là à réfléchir, à inventer des personnages qui vont de mieux en mieux utiliser Max, en fait, sans tomber dans un optimisme ou un happy end BA à dire si, on va s'en sortir, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais il refuse de tuer l'espoir. C'est très net dans le 4, quand il y a cette scène quand elle retrouve les nombreuses mères, là, la tribu de Furiosa, et qu'il y a cette idée de est-ce qu'on part dans le désert, mourir dans le désert parce qu'il n'y a rien, ou est-ce qu'on fait demi-tour et on trouve autre chose. Et voilà, George Miller décide, on va faire demi-tour. C'est pas sûr que ça marche, mais on ne peut pas tuer l'espoir. Voilà, la seule chose qui meurt jamais dans Mad Max, c'est l'espoir, même si George Miller est aussi en même temps assez fataliste, on va dire, pour savoir que l'espoir, ça suffit pas en soi. Bon. Ce qui est dingue, c'est que l'aspect du désert dans les 3 premiers, surtout dans les 2 premiers d'ailleurs, est extrêmement important et renvoie aussi, je pense, à des figures historiques, à des gestes historiques, renvoie aussi à l'histoire du pays, aux fondateurs du pays, etc. Et j'ai l'impression, ce que tu dis sur le 4, le fait qu'il décide finalement de ne pas continuer mais de revenir en arrière, c'est comme si c'était c'est bon, l'aspect historique, les répercussions de l'histoire d'Australie sur ce film, ça a été fait, ça a été dit, maintenant passons à autre chose. Le rétroviseur, ça suffit. Il y a un peu cet aspect-là, j'ai l'impression, dans le 4. Oui, c'est le seul qui clairement ouvre la porte sur la possibilité de faire quelque chose d'autre ensuite, quoi. Même si c'est même pas, il passe pas la porte, mais il l'ouvre et il montre que peut-être que en mettant les femmes à la tête de la citadelle plutôt que les hommes, il y a moyen de faire autre chose. Alors c'est vrai que les 3 autres sont vraiment seulement tournés dans le passé. D'ailleurs, c'est vrai que c'est très net à la fin du 3 où les enfants vont juste vivre dans les ruines de la civilisation passée, mais on les imagine pas recréer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette idée qu'on fait avec ce qu'on nous a laissé. Et le 4 est le seul à dire peut-être, mais ce peut-être est important, peut-être qu'on peut créer quelque chose d'autre. Et effectivement, c'est le premier à se tourner vers le futur. Même si Miller a l'honnêteté de dire je sais pas ce qu'on pourra en faire de ce futur, mais au moins peut-être qu'il existe quelque part. Est-ce que le 4, ce serait pas aussi un film qui dit pas forcément quelque chose, qui dit pas fondamentalement quelque chose de la société? Vous savez, on dit toujours un film a une résonance avec l'actu, tout ça. Mais le 4 dirait plutôt une espèce d'état des lieux du cinéma. C'est sûr que Mad Max, quand c'est arrivé, le 4, quand c'est arrivé en 2015, c'est clairement quelque chose entre l'ovni et l'aberration. Ça n'a rien à faire là. Voilà, on était déjà bien engagé dans le cinéma des franchises, du business, du marketing. Et Mad Max, George Miller a fait la fusion entre Mad Max et George Miller. George Miller arrive 30 ans après en disant vous m'avez oublié, mais moi je reviens et voilà, je casse tout. Et c'est vrai que il y a eu cette impression de découvrir quelque chose de redécouvrir le cinéma, c'est vrai, de redécouvrir un art et ce que cet art pouvait nous faire de plus profond, sans passer par les filtres de oui, ça je sais ça, il y a cette telle référence et tout. Et cet aspect vraiment direct, cette connexion directe. Et moi effectivement, je
j'en oublie peut-être entre-temps, mais il me semble ne pas avoir vécu ça avant Mad Max depuis Matrix, en fait. Voilà, il y a des films comme ça tous les 15-20 ans qui nous disent, attendez, mais le cinéma, en fait, ça peut totalement vous mettre par-dessus, vous renverser totalement, et on peut réinventer le cinéma. Après, bon, il faut réussir à le faire aussi. Mais c'est vrai que et après, j'ai pas l'impression que Mad Max ait eu beaucoup d'héritiers derrière non plus, parce que c'est tellement hors du monde que j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde ait réussi à suivre George Miller depuis voilà, ça fait 5-6 ans maintenant en plus qu'il est sorti. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu des films qui puissent dire j'ai été l'héritier de Mad Max Fury Road. C'est resté tellement à l'écart, tellement violent. Voilà, ça montre totalement un autre domaine, une autre vision du cinéma, presque une autre planète. Voilà, il y a à côté. Mad Max nous projette sur une autre planète, non seulement vis-à-vis de l'humanité, voilà ce que se deviendra la Terre plus tard, mais aussi une autre planète de cinéma. Et peut-être que des gens sont en train de se dire, tiens, je vais faire un film qui s'inspire de Mad Max 4, mais j'ai pas l'impression qu'on les ait encore rencontrés, qu'ils aient encore réussi à arriver sur les écrans, ces films qui héritent de Mad Max Fury Road. Pour revenir au premier Mad Max, ce qui est assez troublant, c'est que c'est un film qui est vraiment une espèce de transition particulière entre les années 70 et les années 80. C'est normal vu qu'il est fait en 79-80, mais là où je veux en venir, c'est que il y a d'un côté ce réalisme dont vous parliez, Manuk, qui est extrêmement cru et qui fait qu'il y a une manière de filmage, la caractérisation du personnage qui fait qu'on a cette impression que autant il est effectivement une forme de virilité, mais qu'il y a quelque chose aussi d'anti-héros. Et donc, on a cette impression d'être vraiment avec lui. Et en même temps, ça annonce aussi, de par certains aspects, le cinéma américain des années 80, où généralement, il y a un personnage viril et qui est en lutte à plein de choses et qui force et qui finit par trouver la solution. Il y a comme ça il y a un truc très, très particulier dans ce film qui fait qu'il y a des convictions des années 70 et en filigrane, ça annonce certaines choses des années 80, même si ça s'en est loin. Je pense que les personnages comme Stallone, de Schwarzenegger, tout ça, c'est complètement différent de Mad Max. Mais c'est assez. Et j'ai l'impression de retrouver parfois ça de temps en temps dans le premier Arme Fatale, par rapport à Mel Gibson, par rapport au personnage de Mel Gibson. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression que le premier est très surréaliste. Sur la virilité, c'est intéressant parce que toute la première scène, et donc ce montage alterné entre une poursuite complètement ahurissante et complètement à contre-temps, Max, dont on ne sait pas encore qui c'est, qu'on va progressivement découvrir entier. Ça prend un quart d'heure quand même. Hein. On le voit de dos, on voit son blouson, on voit ses lunettes, il y a tout un truc, et puis il finit par sortir de sa voiture pour assister à un accident. Il enlève ses lunettes, et ça y est, enfin, on a ce personnage iconique, qui est appelé à devenir iconique en tout cas. Donc il y a effectivement ce côté évanescent qui va rester pendant tout le premier film, peut-être surtout vers la fin d'ailleurs. Quand il devient sa voiture, c'est qu'il y a cette scène où il rentre, il y a un fondu enchaîné, il rentre dans le garage et il y a un fondu enchaîné, c'est la voiture qui ressort. Clairement, fusion, voilà, les deux ne font plus qu'un. Donc il y a ce côté un peu étrange et propre sans doute à Mad Max, c'est-à-dire ce côté fusion entre l'humain et la machine, héros qui n'en est pas vraiment un sans sa grosse bagnole, etc. Ça, c'est vraiment l'univers du film et de la saga. En revanche, c'est très dur de répondre. Est-ce que ça annonce cette virilité des années 80 qui est très particulière, hein, qu'il faut resituer dans l'histoire du cinéma américain, la virilité et les très gros muscles, parce que c'est ça hein, les années 80. C'est Schwarzenegger, Stallone, Arme Fatale, etc. Et puis Die Hard. Bref, il y a une succession de gens qui sont plus ou moins monstrueusement balèzes, qui vont incarner la masculinité américaine. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a plein de gens qui ont bossé là-dessus dans les années 80-90. En gros, ces muscles-là, c'est l'Amérique réganienne qui bombe le torse et qui envahit l'île de Grenade et qui dit We are back, quoi. Alors, le lien, c'est acrobatique de faire un lien entre le Mel Gibson de 79, mais qui en même temps va devenir une icône du cinéma américain. Donc c'est pas absurde de se poser cette question.
entre le Mel Gibson de 79 et ses gros muscles qui sont déjà là, hein, parce que Rocky c'est 76, puis deuxième Rocky ça doit être 78 ou 79, donc on est dans la même époque clairement. Donc c'est tentant de faire le lien. Après, le Mel Gibson du premier Mad Max, c'est pas le monstre de muscles du cinéma américain des années 80. Par contre, il y a tout un tas de stéréotypes de masculinité qui sont lourdingues d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux dire, le personnage 1, c'est un personnage terriblement masculin, terriblement hétérosexuel, avec Bobonne à la maison qui lui joue du saxophone. Enfin, vraiment, tout y passe, quoi. C'est pas le côté le plus fin du film. Et donc, il y a évidemment tout un discours sur la masculinité et sur la masculinité comme un truc qui va devenir un argument marketing et un argument identitaire et tout ce qu'on veut dans les années 80. Après, c'est toujours compliqué. Est-ce que le lien, est-ce qu'il y a un lien comme ça linéaire, tracer un trait entre les deux, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il y ait des dialogues entre les deux, c'est évident. Ouais, mais c'est quand même très drôle que dans le 3, Tina Turner chante cette fameuse chanson qu'on traduit Nous n'avons pas besoin de héros. On est en 85 quand même. Je trouve ça assez. Enfin, j'avais jamais pensé à ça et nous n'avons pas besoin de héros. On est en 85. Le cinéma américain ne regorge que de cela. On est sous l'ère Reagan. Je trouve ça fascinant. J'ai l'impression que c'est à l'intérieur du film, George Miller est en train de critiquer son personnage qu'il a inventé lui-même. Je trouve ça très beau. Je trouve ça magnifique. Enfin, critiquer non, mais de le mettre devant la réalité des choses finalement. Je trouve ça intéressant par le biais de cette chanson. C'est déjà un peu le cas dans le deuxième en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Arwan en disant c'est un objet, c'est une arme. Enfin, c'est un personnage très ambigu et qui a, comme vous avez dit, qui est à cheval entre le héros et l'anti-héros. Enfin, on ne sait jamais très bien où il se situe. Est-ce que c'est un c'est pas vrai. Il pourrait faire penser au cow-boy solitaire, qui est à la fois sympathique et pas très sympathique, à la Clint Eastwood dans les années 70-80 aussi. Quoi. Il y a ce personnage un peu entre deux qui peut rendre service, mais qui est pas très fiable. Et puis qui est surtout complètement désabusé, complètement qui croit plus en rien. Dans le 3, c'est peut-être là que c'est le plus ambigu parce que on n'a plus besoin de héros, mais qui est-ce? Enfin, alors est-ce que c'est la chanteuse qui dit ça? Est-ce que c'est le personnage du film? Enfin bon, déjà, il y a une espèce d'intersexualité très compliquée Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est l'auteur du film aussi qui le dit? Je ne sais pas. George Miller. Exactement. Absolument. Alors, est-ce qu'on a vraiment plus besoin de héros? Ça se discute parce que le film aurait tendance à dire le contraire. S'il n'y a pas Mad Max, comment est-ce qu'on fait, quoi? Donc, en même temps, est-ce que c'est aussi, enfin, et là, il est à la fois effectivement en décalage avec le cinéma américain des années 80, qui gave de sauveurs héroïques, et en même temps, il est en phase avec. L'Amérique va très vite avoir des doutes là-dessus aussi, quoi. Du moment où le bloc soviétique s'effondre, les héros ne servent plus à rien, ou en tout cas perdent un peu d'utilité. Donc c'est une question qui va aussi apparaître dans le monde occidental en général. Est-ce qu'on a encore besoin de cette figure un peu paternaliste, très virile, qui va venir résoudre nos problèmes, ou est-ce qu'on peut les résoudre autrement? Moi, je crois que Miller répond jamais complètement, et c'est un petit malin, Miller. Hein, il pose d'assez bonnes questions, puis il se garde bien de répondre précisément. Donc cette question du héros fait partie des questions auxquelles là, il y a une question intéressante, mais je ne vais pas répondre à un truc très net, quoi. Oui, parce que pardon, juste dire, y répondre, ça le renvoie aussi, comme vous le disiez au tout début de l'émission, à comment dire, à son orientation politique qui est toujours très ambiguë, alors et qu'on se dit souvent bon, c'est pas important, continuons, mais et qu'on est rattrapé aussi par cela de temps en temps quand on voit les films et puis voilà. Pardon, Erwan, je vous ai coupé la parole. Non, bah, c'est vraiment sur le même thème, sur ce que tu disais, Manouk, sur l'ambiguïté du 1. Voilà, je pense que George Miller, effectivement, quand il fait le 1, il sait pas ce qu'est Mad Max, il sait pas de quoi Mad Max est le nom. Par contre, c'est très clair, je pense que Hollywood a vu dans Mad Max et dans Mel Gibson quelque chose qu'il pouvait récupérer. Ben voilà, pour caricaturer, Hollywood n'a vu dans Mad Max 1 et Mad Max 2 peut-être que ce héros viril qui tue à lui seul tous les méchants de l'Australie entière.
et que cette arme-là va pouvoir lui servir dans son cinéma de propagande des années 80 avec la figure virile réganienne. Donc voilà, et c'est peut-être ensuite en réaction à ça que Miller s'est dit ah mince, même si moi je voulais pas forcément être aussi net dans ce que je disais, des gens ont vu que ça dans Mad Max 1 et 2, donc je vais peut-être travailler Mad Max 3 et ensuite beaucoup plus tard Mad Max 4 en fonction de ce que j'ai vu que les gens voyaient dans mes films. Ça lui a peut-être permis d'affiner sa propre réflexion sur ce qui au début n'est qu'un bloc totalement brut d'action et de mouvement et de violence. Et je pense que Miller lui-même, en tout cas, il nous donne clairement dans le 1 aucune clé sur ce qu'on doit penser de Max, quoi. C'est vraiment une énigme totale. D'ailleurs, on parlait du 3, juste faire une petite parenthèse. Pourquoi le 3 a une espèce de réputation comme ça, de mal aimé? Comment on peut l'expliquer cela? Est-ce que c'était le film de trop? Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que c'est un film qui a été réalisé dans la souffrance par rapport à ce que l'on sait maintenant le fait que George Miller a perdu un très très bon ami qui était son binôme, quoi. Ils faisaient des films ensemble, ils travaillaient ensemble, Kennedy. Pourquoi ce film est suffisamment mal aimé pour qu'à un moment quelqu'un se dise non, il faut quand même qu'on le réhabilite? C'est Élise Lépine dans son livre. Comment vous pouvez l'expliquer, ça? Pour moi, le 3, c'est le plus faible des 4, sans être non plus un film que je n'aime pas à revoir ou qui je trouve il est au moins aussi intéressant, on va dire, que les autres. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas autant qu'ailleurs. Voilà, il y a clairement le fait que on sent, voilà, George Miller, donc, qui a perdu Byron Kennedy lors de la pré-production du film, donc il n'avait aucune envie de faire ce film. Et c'est très intéressant ce que dit Élise dans son chapitre consacré à ce film sur le fait que le film devient presque la projection à l'écran du deuil vécu par George Miller, et plutôt que de raconter l'histoire qu'il avait peut-être envie de raconter, il raconte ce qu'il ressent à ce moment-là. Voilà, ça devient presque une sorte d'autobiographie de cet instant-là. Après, moi, le 3, je trouve qu'il y a toujours que le film est clairement composé en deux parties. Et voilà, il y a la ville dirigée par le personnage de Tina Turner dans la première partie, il y a la troupe des enfants sauvages dans la deuxième partie. Et chaque fois que je regarde le film, je me dis ça pourrait marcher de faire cohabiter ces deux parties, ces deux mondes, mais ça marche jamais totalement. Et la poursuite finale qui réunit tout le monde me semble toujours un peu fabriquée, voilà, où bon bah allez, tout le monde se retrouve et puis on va trouver un enjeu qui fait qu'il y a 20 minutes de poursuite à la fin. Donc c'est un film bancal, c'est un film que pour voilà tout un tas de raisons, Miller n'a jamais réussi à transformer en quelque chose de cohérent et de voilà, ça aurait pu être finalement peut-être dans les bonnes conditions, avec les bonnes circonstances, la bonne intuition, la bonne inspiration. Ça aurait peut-être pu être déjà 30 ans avant ce que Mad Max 4 est, cette espèce de... Voilà, Mad Max 4, c'est pareil, il y a énormément d'éléments disparates, il y a des enjeux très fins, il y a des histoires qui rentrent en carambolage, en collision, plutôt que d'être vraiment cohérentes entre elles. Mais dans le 4, il y a cette énergie, cette violence, ce mouvement qui fait que ça fonctionne. Alors que le 3, voilà, arrive jamais à trouver la bonne vitesse pour faire un jeu de mots un peu facile, voilà. Alors que mais dans le fond, c'est des films qui se répondent l'un l'autre, et voilà, c'est loin d'être un film inintéressant, c'est juste un film qui arrive jamais à concrétiser totalement à l'écran toutes les bonnes pistes, tous les sujets de société qu'il y a déjà. Parce que le 3, finalement, c'est avant même le 4, c'est déjà le premier où George Miller étend très largement la réflexion au-delà juste de faire une poursuite entre des gentils et des méchants et Mad Max au milieu. C'est déjà le premier qui invente une société, qui invente une manière de voir l'humanité, donc comment elle pourrait se reconstruire après l'apocalypse, voilà, avec du troc, avec une manière d'essayer de faire une démocratie qui se transforme en dictature, ou peut-être que c'est l'inverse. Enfin, donc il y a déjà tout est déjà en germe dans le 3. Simplement, c'était peut-être pas le bon moment, ou pas les bonnes circonstances, ou pas voilà, il y a quelque chose qui ne clique jamais, mais c'est quand même un film qui reste extrêmement intéressant à mon sens. Oui, on pourrait dire aussi très simplement que c'est un film où il faut attendre 1h30 pour avoir une course-poursuite, quoi. Forcément, ça surprend, quoi. Quand on sort du 2, il y a un truc qui va pas. L'horizon d'attente est pas très satisfait. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est pas une raison de dire qu'il est mauvais, mais voilà, il y a une rupture, quoi, dans le style, dans le rythme, dans tout ce qu'on veut. Après, moi, je trouvais, Erwan a dit bancal, c'est vraiment le mot, quoi. C'est un film où on oscille entre des moments où on se dit
ah oui, ça c'est vraiment c'est intéressant. Puis d'autres, on se dit qu'est-ce que c'est que ce mauvais John Carpenter qui fonctionne mal. Enfin, moi, je l'ai vécu comme une espèce de truc comme ça. Me demander ce que je faisais ici. Et puis voilà. Et puis aussi, c'est comme tu as dit, c'est deux parties qui ont du mal à se rencontrer, à s'imbriquer. Dans le quatrième Fury Road, il y a un personnage très important, c'est Furiosa. D'ailleurs, il va y avoir bientôt, je crois, tout un film autour de son histoire. Là, on est très surpris quand on découvre ce personnage dans le film. On a toujours tendance à voir lui, Max, et là, on voit qu'il y a un autre personnage qui plus est féminin. On est en 2015, on n'est pas encore à l'ère MeToo, et là, c'est vraiment différent, et il se passe quelque chose. D'ailleurs, il s'est tellement passé quelque chose qu'un autre film va se faire autour de ce. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce personnage, Furiosa? Oui, bah c'est vraiment dans la lignée du 3, voilà, où déjà les deux vrais personnages qui guident l'action finalement dans les deux parties séparées. À chaque fois, c'est une femme qui guide chacun des deux mondes. Donc là, finalement, Miller les fusionne en un seul personnage, voilà, de femme qui est à la fois capable de gérer une société comme dans la première partie de Mad Max 3 et qui en même temps est rebelle et voilà, sait tracer sa propre route comme dans la deuxième partie. Donc il y a vraiment, et en plus c'est tellement avant l'ère MeToo que Mad Max 4, en fait Miller l'a écrit dès la fin du XXe siècle, dès la fin des années 90, il a essayé de le tourner une première fois au début des années 2000, ça s'est pas fait, il a dû attendre 3 ans, puis encore 3 ans, puis 10 ans, donc le film est là, le film existe depuis l'an 2000, voilà. Donc il avait et c'est vrai qu'il y a une violence retournée contre les hommes, voilà, la violence des hommes est retournée contre eux-mêmes, qui est totalement prémonitoire et qui fait que le film est totalement dans son. C'est ça aussi, tout à l'heure, on parlait de l'état des lieux du cinéma de Mad Max. Il y a vraiment un état des lieux social qui est incroyable en termes que ce soit des rapports d'oppression des hommes envers les femmes, voilà, du patriarcat, ou des problèmes climatiques qui enfin émergent comme le vrai problème du monde actuel. Sur tous ces aspects-là, Mad Max Fury Road arrive à exprimer ça de manière incroyable. C'est vraiment d'une vérité, d'une justesse, et d'une violence dans le. Pas une violence envers quelqu'un, mais une violence de dire mais attendez, tout ce que vous nous faites subir, tout ce que vous nous faites souffrir, et regardez tout ce que vous détruisez. Voilà, c'est vraiment les phrases qui sont exprimées au début lorsqu'on découvre que les femmes sont parties. Voilà, qui a tué le monde, nos enfants ne seront pas des seigneurs de guerre. Enfin, Miller arrive à exposer en 2-3 phrases, en 2-3 plans, toute la violence qui a été imposée à la planète, toute la violence d'une certaine partie de la société envers une autre, du système dominant, qui est vraiment incroyable. Et Furiosa est peut-être que Furiosa est ce qui manquait à Mad Max 3, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment le catalyseur de tout le film, de toute cette énergie négative qu'il faut retransformer en énergie positive. Voilà, tout ce mouvement. D'ailleurs, c'est elle qui provoque le film quand elle braque le camion pour sortir de la route et pour partir vers le désert et vers la tornade. Et c'est d'une cohérence folle qu'il y ait cette idée de Miller de faire le prochain film sur elle et non pas sur Mad Max. Du coup, ça veut probablement dire d'ailleurs qu'il n'y aura pas de Mad Max pour la première fois dans un film dans l'univers de Mad Max. Donc ça lui correspond totalement en même temps, cette idée, voilà, de faire cette espèce de saut dans le vide, de dire, Mad Max 4 était un énorme succès, m'a remis au centre du cinéma, et qu'est-ce que je vais faire comme film suivant? Un film sans Mad Max. Je vais prendre juste Furiosa et je vais voir ce qui lui arrive. Et c'est un peu comme quand il va faire Babe ou Happy Feet, je vais dire, voilà, je vais faire un film avec des pingouins dans l'Antarctique en comédie musicale animée, là, je vais faire un film sans Mad Max, et advienne que pourra, et c'est vraiment passionnant comme idée qu'ils se disent, je vais suivre ce personnage-là plutôt que Mad Max. Et peut-être aussi l'idée qu'il se dit peut-être que Mad Max, il est arrivé au bout du chemin, voilà, en réussissant enfin à le mettre au service de quelque chose de positif. Peut-être que, voilà, j'extrapole peut-être, mais peut-être que George Miller s'est dit qu'il avait finalement compris Mad Max, qu'il avait finalement réussi à en faire quelque chose, et qu'il pouvait passer à un autre personnage, qu'il pouvait se mettre à suivre un autre personnage que Mad Max. Si je peux ajouter une remarque sur et là aussi, c'est pour tirer depuis le début de la discussion le fil de l'ambiguïté de Miller, c'est que le 4, il me semble, sans vouloir faire me faire l'avocat du diable, qu'on peut le lire aussi, d'une part comme un film sur la masculinité toxique, je suis complètement d'accord avec ça, il y a quelque chose d'assez évident là-dessus, et en même temps, Miller semble avoir une certaine fascination pour ça qui n'est pas tout à fait saine, peut-être. Je sais pas. En tout cas, disons, on est quand même sur un fil étrange, quoi, parce qu'en même temps, ça a l'air
le travailler, quoi. Bah, Ah, il me faut un voilà. exemple. Il me faut un exemple quand même là. Là, on peut pas partir comme ça. Il faut un exemple. Oui, une séquence où tu as cette impression qu'il y a quelque chose d'ambigu. Ce serait quoi, par exemple, comme exemple? Non, mais c'est pas une séquence en particulier, mais c'est le statut des mecs qui sont effectivement parfaitement tous plus ou moins imbéciles, violents et tout ce qu'on veut, et qui en même temps font l'objet du film. Il y a enfin, peut-être que j'ai du mal à argumenter, mais il me semble qu'il y a un côté. Ils sont fascinants en même temps, et Miller a l'air d'être fasciné, et puis il leur consacre du temps, ils sont présents à l'image. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il me semble que c'est pas univoque la position de ces mecs, notamment celui qui se sacrifie à la fin, quoi. Enfin, Ah bah, après lui, je formule peut-être pas très bien, mais. Ouais, c'est Nux, il a un statut particulier puisqu'il se met au service, il change de camp, donc c'est pour ça aussi qu'il a un statut un peu particulier dans le film. Après, c'est sûr que même dans le 4, Miller ne nie jamais le pouvoir et l'attraction qu'ont ces leaders autoritaires, ce totalitarisme. Parce que lui-même, effectivement, comme tu dis, est peut-être séduit par une forme de séduction par ça, et le film fonctionne fonctionne sur deux jambes. Clairement, il y a les femmes, et les femmes se battent contre les hommes, et le mouvement ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas les deux à égalité qui luttent. Voilà, les hommes sont toujours puissants, sont toujours. C'est comme lorsqu'il y a celui avec toutes le bullet farmer là qui les poursuit et que ça fait comme la chevauchée des Valkyries dans Apocalypse Now. Il y a une forme de fascination effectivement pour ces figures. Je pense que Miller ne nie pas que, comme dans le 1 aussi, il y a Toe Cutter et tout, il y a une forme de Miller ne nie jamais l'attraction que peuvent avoir les figures du mal, les figures totalitaires sur l'humanité, mais sur lui peut-être même d'une manière très personnelle, très intime. Donc il y a vraiment, oui, il a conscience de ça, et c'est vrai qu'il ne nie jamais l'ambiguïté qu'on peut avoir entre les deux pôles d'attraction, voilà, le pôle positif, le pôle négatif. Et comme tout à l'heure quand je disais qu'il ne va jamais dans le happy end ou dans l'optimisme béat, voilà, il a tout à fait conscience que ces pôles d'attraction-là ne mourront jamais. La preuve, c'est qu'ils sont jamais morts. Donc, c'est qu'on devra toujours se battre contre eux. Ils pourront toujours attirer suffisamment de gens pour être puissants. Et il y a une forme de lutte infinie, peut-être, dans la saga Mad Max, entre le bien et le mal, parce que l'un ne pourra jamais tuer l'autre. C'est une espèce de combat à l'infini qui donne autant de films que nécessaire. Mad Max, au-delà de la radicalité, pour le coup on en parlait, de la radicalité, c'est édité chez Playlist Society. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez toutes les informations, cliquez sur le lien et comme ça vous pouvez vous procurer ce livre. C'est un ouvrage collectif, je rappelle donc les auteurs, Nico Pratt, c'est l'introduction et la conclusion, et Loud Cherry c'est la préface, et donc il y a 4 chapitres, 4 Mad Max, écrits par Manouk Borzakian, Alexandre Matisse, Élise Lépine et Erwan Desbois. Aujourd'hui c'était Manouk et Erwan qui sont venus pour nous en parler, merci beaucoup en tout cas, c'était assez passionnant. On a dû dire peut-être 2 ou 3% du livre, donc il faut vous le procurer pour voir la suite. Merci à vous d'être là et d'être venus, et à très vite comme on dit. Merci beaucoup pour l'invitation. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.